Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. C'est votre débat chaque soir, 19h30 en direct, 23h30 et à revoir bien sûr sans modération sur notre site lcp.fr. On parle ce soir de la grève des fonctionnaires et il faut le signaler, c'était un cortège unifié, tous les leaders syndicaux devant la même banderole pour dénoncer la politique d'Emmanuel Macron. Leurs inquiétudes sont nombreuses et bien sûr on va les commenter ce soir. La question des rémunérations, la suppression des 120 000 postes sur la durée du quinquennat, l'arrivée des contractuels, on y reviendra évidemment longuement, et puis cette question du guichet départ, sans oublier le statut. Oui, faut-il ou pas toucher à ce statut? Le ministre tutelle a dit pas question de toucher au statut, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une arrivée massive potentielle, en tout cas des contractuels. On fait le point ce soir. Des syndicats d'ailleurs qui ont manifesté un peu séparés, ils ont voulu vraiment revendiquer pour la fonction publique, pour ne peut-être pas être engloutis par d'autres manifestations, parce que c'est vrai que depuis quelques mois, quelques semaines, elles sont nombreuses ces manifestations. Il y en a une évidemment le 26. On va faire le point ce soir et puis on parlera de la RGPP. Vous savez, c'est ce qu'avait lancé Nicolas Sarkozy. Est-ce que le plan Macron va ressembler à cette révision générale des politiques publiques? On fait le point ce soir sur les revendications et sur les propositions du gouvernement. Tout le monde les attend. Il y a des spécialistes, des experts réunis dans un comité et n'ont toujours pas remis leurs conclusions. On fait le point ce soir, bien entendu. LCP.fr, le JDD qui est notre partenaire, et je salue chaque soir, bien entendu, les internautes du JDD. Bastien Lachaud, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et avec vos collègues, ou certains de vos collègues, étaient dans ce cortège, alors qui a commencé sous le soleil et qui a fini sous la pluie. Et dans les nuages de bombes lacrymogènes, parce qu'il y a eu 20 arrestations ce soir de Black Bloc, évidemment, qui ont perturbé cette manifestation. Guillaume Garot, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, député de la Nouvelle Gauche de la Mayenne, ancien ministre délégué à l'agroalimentaire. On n'en parlera pas, même si le débat a commencé dans l'hémicycle, sur ce projet de loi alimentation, sur lequel, évidemment, vous travaillez beaucoup. Merci d'être avec nous. Jeff Lair, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire fédéral CGT des services publics. Vous étiez bien entendu dans le cortège. On reviendra sur vos revendications et vos inquiétudes, parce que vous l'attendez, vous, impatiemment, ce rapport CAP 22. Impatiemment, je ne sais pas. On en parle avec vous dans quelques instants. Flore Santistéban, bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence à Sciences Po, membre du CEVIPOF, et vous êtes spécialiste de la conduite du dialogue social. Alors peut-être vous allez donner ce soir quelques conseils, parce que chaque fois qu'on fait un débat sur le dialogue social, il n'y a pas de concertation, mais de la négociation. On reviendra évidemment sur ce qui se passe en ce moment, d'une manière peut-être plus générale, évidemment, entre le gouvernement et les syndicats. Retour sur cette manifestation. Alors elle était moins suivie, on verra les chiffres dans quelques instants, que la manifestation du 22 mars. 16 400 manifestants dans les rues de Paris, avec des échauffourées, je vous le disais, avec les Black Blocs, et avec ce même mot d'ordre, en tout cas, de tous les syndicats: défense du service public contre la réforme engagée par le président de la République. Regardez ce sujet réalisé par François Goulin. Les représentants de la CGT, CFDT et FO, main dans la main à la même manifestation, du jamais vu depuis 2010. Pour cette troisième grève des fonctionnaires du quinquennat d'Emmanuel Macron, 9 syndicats avancent unis derrière la même banderole. Il nous semblait qu'à quelques semaines du rendez-vous salarial, c'était important de faire une démonstration de force qui montre que pour les agents des fonctions publiques, parce qu'ils sont particulièrement attaqués et parce que leur pouvoir d'achat est mis à mal, il avait besoin de cette unité syndicale. C'est ce que nous réalisons. On a décidé de ne pas lâcher l'affaire. Les manifestants ont crié leur colère face à leur pouvoir d'achat qu'ils jugent en baisse et au nouveau gel du point d'indice prévu dans la réforme entamée par le gouvernement. Cette politique-là, elle est régressive, elle est même mortifère sur le plan social, elle est créatrice d'inégalités alors que les inégalités ont déjà largement augmenté. Si le gouvernement change de cap et revient un petit peu à la raison et arrête de flexibiliser et de refuser de sécuriser, écoutez, très bien, nous on ne demande pas autre chose que de pouvoir être entendu, écouté et faire des propositions constructives. Cheminots, professeurs ou infirmiers, tous voient dans la suppression des 120 000 postes planifiés d'ici 2022 une grave menace pour les services publics. On ne peut pas demander aux gens de faire de la qualité avec peu de moyens. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on nous demande de faire. Voilà, on est toujours un petit peu dans une logique comptable. Et ça, notamment à l'hôpital, la logique comptable, on ne peut pas l'appliquer. Les négociations avec les syndicats devraient s'étaler jusqu'en début d'année prochaine, avant que ne soit présenté un projet de loi à l'Assemblée. D'ici là, le rendez-vous annuel sur les salaires des fonctionnaires
aura lieu à la mi-juin. Voilà. Guillaume Garot, juste un petit mot, parce que ce n'est pas qu'une anecdote. Votre premier secrétaire, alors est-ce que c'est une fake news, puisque l'Assemblée va se pencher sur les fake news, a-t-il été exfiltré? L'a-t-on empêché de pouvoir manifester aux côtés des syndicalistes et de porter la voix du PS dans le cortège? Vrai ou faux? Écoutez, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait eu un petit peu de tension dans un des cortèges de la manifestation, lorsque Olivier Faure est arrivé, mais est-ce qu'il faut s'en émouvoir? Vous savez, il y avait une unité syndicale, il y avait la présence de formations politiques, mais il y avait une grande diversité. Et moi, ce que je veux dire ce soir, c'est que personne n'a le monopole de la défense du service public. Qu'il faut, au ça vous contraire, choque? Ils vous disent, oui, ce qu'ils disent sur Twitter, c'est vous avez trahi, finalement. Vous n'avez pas votre place, vous avez trahi. C'est ce qu'ils disent. Ça me choque, c'est le manque de respect qui me choque. Et tous ceux qui veulent aujourd'hui défendre le service public qui est malmené, eh bien, ils avaient leur place dans ce défilé. Donc il n'y a aucune raison pour vouloir exclure tel ou tel, en particulier là un élu de la République qui se trouve être Olivier Faure. Premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous le dénoncez, Bastien Lachaud, parce que on va parler du mouvement social, on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui veut cristalliser, qui veut faire converger les luttes. Est-ce que vous êtes choqué qu'un homme politique de premier plan soit sorti par des manifestants qui ne veulent pas de sa présence? Ce que je trouve regrettable, c'est que Olivier Faure et le Parti Socialiste ne soient pas de toutes les manifestations, qu'ils décident de choisir en fait les luttes qu'ils soutiennent. Et pourquoi? Heureusement, mais peut-être. Mais pourquoi n'êtes-vous pas là le 26 quand pour la première fois nous avons des syndicats? Il l'a expliqué dans le Parisien aujourd'hui, Olivier Faure. Il ne répond pas à l'appel d'un parti politique. Mais c'est pas un parti politique, justement. C'est pour la première fois depuis de très nombreuses années des syndicats nombreux. La CGT, la FSU, Solidaire, la magistrature, unis, des associations, des partis politiques, des mouvements politiques, des citoyens qui décident sur des mots d'ordre d'aller manifester pour dire stop Macron et s'opposer à l'ensemble de ces réformes. Donc on a là un mouvement vaste de décloisonnement entre le syndicat, le politique qui est... Ça c'est votre stratégie? Non, c'est pas que notre stratégie. Si c'était que notre stratégie, je ne crois pas que Philippe Martinez et la CGT dans son ensemble est appelé et juste d'un mot, parce que j'aimerais entendre mes experts. Oui, mais enfin c'est pas Bastien Lachaud, représentant de la France Insoumise, qui va définir la stratégie du Parti Socialiste. Non, mais je ne dis pas le contraire. Laissez les socialistes. Chacun est libre, ce que vous dites. Voilà, choisir les causes et les manifestations dans lesquelles et laisser les syndicalistes et les salariés réagir comme ils l'entendent lors des manifestations. Mais la question, c'est celle du respect. Et la question, c'est de ne pas s'arroger le mouvement syndical. C'est le sentiment que vous avez ce soir. Absolument. Parce que il y a la manifestation d'aujourd'hui, il y a celle du 26. Moi, je suis contre toute tentative de récupération d'un mouvement syndical. Il faut que chacun soit à sa place. C'est tout. Mais la manifestation du 26, c'est une manifestation qui a été initiée par la CGT. Et l'intitulé de la manifestation... Et récupérée par Non, pas récupérée. Voilà. Bien sûr que non. Non, mais je mets des guillemets récupérés. Mais non, c'est pas récupéré. Mais non, attendez. Mais on sait très bien que c'est ça qui est derrière. En tout cas, bon. Absolument pas. Mais on va parler de la fonction publique. Non, mais c'est important de... du fond. Vous êtes des hommes politiques, vous vous engagez aussi dans ces mouvements sociaux. Jeff Lehr, sans rester sur Olivier Faure toute cette soirée, parce que vous avez des revendications très concrètes, on a eu le sentiment là que vous vouliez quand même vraiment vous faire entendre, parce que c'est vrai qu'avec les manifestations qui succèdent, les vraies revendications, celles que vous portez, n'étaient plus audibles. Il y a les cheminots, il y a l'EHPAD, tout ça se mélangeait. L'objectif aujourd'hui, c'était de mobiliser contre les réformes d'Emmanuel Macron. Contre les réformes d'Emmanuel Macron, mais on voit bien que la nature de la politique gouvernementale, elle est la même quand elle touche au secteur public ferroviaire, aux fonctionnaires, à la remise en cause des minima sociaux, etc. Donc il y a bien une réaction qui va par exemple converger le 26 mai. 26 mai, c'est à l'origine, c'est le mouvement associatif et citoyen, Attaque, Fondation Copernic, des milieux syndicaux. Ensuite, tout le monde peut le soutenir et la liste des soutiens et des co-constructeurs s'est allongée. On est à plus de 50 organisations à présent. Juste un petit mot, c'est vrai que l'accumulation des manifestations, vous avez moins de manifestants que celle du 22 mars, qui avait été très suivie, plus de 47 000 manifestants. Vous êtes à 16 900 selon l'organisme indépendant, 15 000 selon la préfecture, et vous dites 30 000. C'est-à-dire c'est moins
Comment vous l'expliquez ce soir? C'est les Black Blocs, c'est l'accumulation des manifestations? Alors en tout cas, la détermination, elle reste la même. Hein. La détermination, on l'a entendu dans la rue. Le Mais elle niveau de faiblit. grévistes, il semble être identique au 22 mars, qui était déjà supérieur au 10 octobre, où il y avait... Non, on n'a pas les mêmes chiffres alors. On avait une unité d'accord. syndicale le 10 octobre. Ce soir, vous reconnaissez que ça faiblit légèrement. Sur les manifestants, mais Oui. comme vous avez évoqué, il y a une multiplication et une addition des manifestations, donc ce qui permet à des citoyens, des salariés, dans leur diversité, de se faire entendre à un moment donné ou l'autre. Fleur Saint-Esteban, juste puisqu'on a commencé le débat, non pas sur les thématiques de revendication, on va les traiter une par une. Mais on a démarré sur le mouvement social, la possibilité pour un élu de premier plan de participer. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette convergence des luttes? Parce que c'est vrai que c'est un débat qui est porté, vous venez de l'évoquer. Ou est-ce que ce sont des débats catégoriels et que chacun manifeste pour défendre l'un son salaire, l'autre son statut? Oui. Écoutez, déjà sur la forme, j'ai l'impression que les divisions qui font jour dans ce débat permettent de considérer que le gouvernement n'a en réalité pas beaucoup de soucis à se faire. Donc pour ce qui est convergence des luttes, a priori, je répondrai plutôt par la négative. Et sur le fond, effectivement, on voit la mobilisation faiblir. Les chiffres qui me sont remontés font état de 7% de mobilisation au sein de la fonction publique, soit 4 points de moins qu'il y a un mois. Et je ne parle pas, bien sûr, du nombre de manifestants qui est en baisse. Donc ça s'érode. Allez-y, Guillaume Garot. Moi, je voudrais mettre en garde le gouvernement ce soir, parce que c'est pas parce qu'il y a un peu moins de manifestants qu'au mois de mars. Oui, ce sont des chiffres. Hein. Oui, bien sûr, mais ça, c'est objectif. Il y a un essoufflement. Mais justement, c'est pas parce qu'il y a moins de manifestants que c'est une autorisation pour le gouvernement à passer en force. Si le gouvernement fait l'erreur de dire il y a moins de monde, on y va. Hein, et c'est un peu une méthode, y aller parfois au bulldozer. Là, ce serait terrible parce que il y aurait un sentiment d'humiliation, de mépris pour ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, mais plus largement, je trouve que le sentiment dominant aujourd'hui chez les agents de la fonction publique, c'est on n'est pas respecté. On n'est pas. On l'a déjà entendu, hein, c'est pas que sous Emmanuel Macron, si je peux me permettre. Quelle est la petite musique finalement que fait entendre ce président et ce gouvernement? Il y a ceux pour qui on a beaucoup de considération, ce sont les premiers de cordée, ce sont les plus fortunés, les plus riches, les plus chanceux d'entre les Français. Et puis il y a tous les autres, c'est dit parfois avec un peu de condescendance, qui coûtent cher, en particulier les agents de la fonction publique. Si c'est ça l'analyse du gouvernement, si c'est ça la politique, la stratégie qui est menée, c'est sûr qu'on ne réglera pas des problèmes, on en créera de nouveaux. C'est ça le risque aujourd'hui. Bastien Lachaud, vous allez dire la même chose. Enfin, ce soir, sur le plateau, vous dites la même chose que ce que dit Guillaume Garot. Sur l'analyse que Guillaume Garot fait sur que le gouvernement doit faire attention. Oui, il doit faire attention parce que toutes les attaques qu'il mène, que ce soit contre les fonctionnaires, que ce soit contre le service public du rail et les cheminots, que ce soit contre les étudiants avec la sélection à l'université. Vous y tenez à la convergence, hein, vous... C'est pas une convergence. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'attaquer la France. Il est en train de détruire systématiquement la France, la République française, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de l'égalité, c'est-à-dire la solidarité, c'est-à-dire les acquis sociaux qui ont été le fruit, justement, de ces luttes, de ces grèves et de ces manifestations. Et donc, en fait, les manifestants, quels qu'ils soient, ce qu'ils défendent, c'est une cause qui les dépasse, qui va au-delà des revendications catégorielles. C'est un modèle de société. C'est notre modèle de société que nous avons construit et que nous devons défendre. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont... Rien. Mais non, c'est tout de suite. Non, mais j'essaie non, tout de suite. C'est... Quand il y a un petit peu moins de manifestants, madame nous explique que ça y est, c'est fini. Vous nous expliquez que si on ne veut pas réformer comme le gouvernement réforme, ça veut dire qu'on est d'horribles conservateurs qui ne voulons rien faire, etc. Non, on veut des réformes, bien évidemment, mais pas celle-là. Il n'y a pas qu'une seule politique possible. Et si le gouvernement croit ça, il se trompe parce que je pense que les mouvements sociaux sont beaucoup plus soutenus que le nombre de grévistes et le nombre de manifestants dans la rue. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui défendront et qui veulent défendre notre modèle de société et qui ne souhaitent pas d'un modèle néolibéral, un modèle archaïque par beaucoup de côtés qui a été
appliqué en Grande-Bretagne, qui a été appliqué aux États-Unis avec les résultats que l'on connaît. Ce qu'on lit. Juste ce chiffre, ça va vous éclairer parce que c'est la question qui est posée aux Français, ceux qui ne sont pas dans les cortèges et qui observent. Soutenez-vous la journée de mobilisation des fonctionnaires? Ça, les chiffres vont apparaître. C'est le sondage du baromètre des décideurs via Voice. C'est une question qui a été posée au grand public et aux décideurs. Non à 61%, ça c'est le grand public. Oui à 35% et puis 4% ne se prononcent pas. Jeff Lehr, je vous pose la question un peu abruptement. C'est vrai que les Français ne vous soutiennent pas dans ce mouvement. Comment vous l'expliquez? Alors moi je ne ferai pas de résumé comme ça. On peut regarder ensuite dans les détails des questions posées. Par exemple, les Français, ils ne sont pas d'accord avec... il n'y a que 29% qui partagent le gel de la rémunération, absolument, par exemple, ou la suppression de postes. Donc l'attachement des Français pour une fonction publique au service de l'intérêt général, il est encore fort. Sur les questions de mobilisation, ce qui marque ce gouvernement-là, ce mandat, c'est le déni de démocratie sociale. Et particulièrement depuis ces derniers mois, alors qu'il y a l'intégralité des organisations syndicales qui s'opposent aux annonces et qui contre-proposent un certain nombre de propositions pour aller de l'avant. Et évidemment, ça c'est aujourd'hui, on est à cette étape-là. Pourquoi aller massivement dans la rue alors que ce gouvernement met une fin de non-recevoir? Les négociations se poursuivent, hein, faut être précis. Sur les cheminots, ça se passait pas bien, mais si j'ai bien lu, Fleur Santis-Théban, il y a bien des négociations qui se font entre les syndicats et le gouvernement. C'est pas des négociations. Prenons l'exemple. C'est des concertations. Prenons l'exemple de la concertation sur le dossier des contractuels la semaine dernière. Monsieur Dussopt fait ses annonces. L'ensemble des organisations, enfin d'abord une déclaration intersyndicale et l'ensemble des organisations les unes après les autres contestent et rappellent qu'il y a une intersyndicale depuis le 10 avril qui a des propositions et c'est là-dessus qu'on voudrait négocier, y compris les représentants du collège employeur ont expliqué à M. Dussopt qu'ils ne demandaient pas d'aggravation et du recours supplémentaire aux contractuels. Donc contractuels, c'est déjà... Donc il y a quoi? Il y a un double discours, il y a une idée de cacher la vérité. Comme ça a été dit, hein, ce gouvernement, il n'est là que pour les intérêts d'une poignée. Mais vous avez été au pouvoir, vous avez été ministre d'un gouvernement aux responsabilités quand vous avez des déficits publics. C'est l'argument utilisé par Emmanuel Macron. On a des déficits publics, il faut réorganiser, repenser, moderniser. Est-ce que vous dites que les 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires, c'est un chiffre correct, convenable, ou est-ce qu'il ne doit pas aller jusqu'à ce chiffre de 120 000? Parce que c'est une question qui est posée. Chaque candidat avait son concours l'épine de la suppression des postes de fonctionnaires. D'abord, je veux dire... Pas le vôtre. La question m'est posée. Donc, je veux dire que lorsque François Hollande et ses gouvernements nous étions aux responsabilités, il y avait une constante discussion et même des négociations sur le fond. On a demandé des efforts aux agents de la fonction publique et ils en ont fait de considérables, il faut le dire, et il faut dire aussi que le service public s'adapte en permanence, parce que là aussi, on voudrait nous expliquer que défendre le service public, c'est être un ignoble conservateur. Non, le service public, il est moderne, et moi je peux en témoigner, je suis député d'un département rural où en permanence, il y a des adaptations pour répondre aux demandes des gens. Donc je reviens à ce qui a été fait depuis 5 ans. Donc 120 000, il y a bien sûr qu'il y a eu des efforts, mais il y a eu aussi une reconnaissance. Il y a eu en particulier la revalorisation des traitements pour les catégories C. Donc ça, c'est sonnant et trébuchant. Ensuite, alors sur le nombre de fonctionnaires, moi j'attends toujours le gouvernement pour me dire où est-ce qu'il va supprimer des postes. Ça va arriver. Oui, parce qu'on a besoin de le savoir. Il y a des experts qui planchent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'idée d'un passage en force, finalement. Regardez ce comité qui a été mis en place, qui n'est composé Cap 22. que d'experts, entre guillemets. Beaucoup d'énarques. Oui, et manifestement qui oublie juste une chose. Si on veut faire avancer, si on veut réformer la fonction publique, et je le répète, elle le fait en permanence, ça ne peut pas se faire sans les agents ou contre les agents. Il faut le faire avec eux, pas dans leur dos, pas en catimini, C'est 120 000 postes. Voilà, donc on attend des choses tangibles, du concret, pardon. Un congrès, c'est un lapsus. C'est fini. C'est fini, c'est derrière nous. Mais on attend surtout de la confiance pour les agents, parce que il faut redire, et ça a été dit d'ailleurs, la France aujourd'hui,
c'est pas simplement des grandes fortunes, c'est pas simplement des grandes réussites industrielles. Ce sont des agents de l'État. Et ça fait partie du modèle français. Moi, j'ai été maire de Laval et je me suis battu pour que des entreprises viennent s'installer. Vous n'avez pas sur mon répondu à ma territoire. question. Il propose de supprimer 120 000 postes. Je vous ai dit, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, quand j'étais maire, moi, la première chose qu'une grande entreprise de la téléphonie m'a demandé, mais est-ce que vous avez un service public de la petite enfance ? C'était sa première question avant les salariés. Pas simplement pour les cadres, pour tous les salariés. Parce qu'il avait conscience que si on n'a pas des bonnes conditions de vie, il n'y aura pas de bonnes conditions de travail. Flore Santisteban, juste ces 3 chiffres, ça va nous éclairer. On va pouvoir débattre très concrètement. Regardez, c'est un petit peu voilà, c'est le panorama de la fonction publique à travers ces différents étages. C'est 5,7 millions d'agents. Ça, c'est tout confondu. 2,5 millions dans la fonction publique d'État. En baisse d'ailleurs ces effectifs. Police, professeurs et évidemment ministères, 1,9 million dans la fonction publique territoriale, là c'est une hausse des effectifs, et puis 1,189 millions dans la fonction publique hospitalière en hausse, mais avec des salariés qui sont aujourd'hui des agents qui sont en grande difficulté dans les hôpitaux. 120 000, on commence par le chiffre des 120 000 parce qu'on parlera du statut ensuite. C'est quoi? C'est le bon curseur? C'est le bon chiffre? Ou est-ce qu'il faut préciser là où le gouvernement va retirer des agents? Écoutez, je ne sais pas si c'est le bon chiffre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la volonté du gouvernement est de redéfinir le périmètre d'intervention de l'État. S'agissant de CAP 2022, ce comité d'experts, composé de 34 experts autour de Frédéric Mignon, le directeur de Sciences Po, qui se réunit tous les samedis depuis le mois d'octobre et qui doit rendre ses conclusions en juin prochain. Mais il devait les rendre fin mars, pour être précis. Oui, mais j'imagine qu'il prolonge le processus de concertation. D'accord. Ça se passe peut-être pas bien. En tout cas, on attend. Écoutez, on attend. J'imagine que les travaux seront prochainement remis. Plusieurs pistes de réflexion et plusieurs constats. Le premier constat, c'est que les dépenses liées au personnel dans la fonction publique représentent 40% du budget de l'État. Ça, c'est le premier constat. Le second, c'est le rapport de la Cour des comptes qui nous explique l'année dernière que, le coût d'un fonctionnaire, c'est 3,5 millions d'euros. Voilà, tout au long de sa vie. C'est-à-dire une carrière de fonctionnaire. Jusqu'à sa retraite. Tout comme, je vous invite à le lire, il est très intéressant. Tout comme le fait... Édifiant, comme tous les rapports de la Cour des comptes. Oui, et tout comme le fait... Tout n'est pas acheté, j'imagine. Oui, sûr que non, voyons. Non. Terminé. Et un seul chiffre encore, chaque seconde, l'État dépense 1 000 euros pour le paiement des retraites de ses fonctionnaires. C'est bon, vous nous avez fait peur? C'est bon, on est... J'ai juste une petite phrase de Didier Migaud, vous l'aimez beaucoup. Trop souvent, les réformateurs courageux qui portent les grandes modernisations au sein de la sphère publique ne peuvent aller au bout de leurs initiatives car ils ne disposent pas de marge de manœuvre et d'une autonomie suffisante. C'est ce que Didier Migaud disait en réponse à Emmanuel Macron qui avait fait un grand discours à la Cour des comptes justement pour parler de sa réforme de l'État. Et il dit simplement... Il y a beaucoup d'envie de réformer, puis finalement, ça va jamais très très loin. Vous voyez Okay. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, on a eu très peur. Mais les chiffres, c'est concret. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vous qui nous faites peur. Vous nous avez dit, un déficit, c'est terrifiant, que faire? Oui. Ne pas donner 11 milliards aux plus riches en supprimant l'impôt sur la grande fortune, ne pas faire la flat tax, bref, tous ces cadeaux aux plus riches que Emmanuel Macron a fait et qui ont creusé un trou énorme dans le budget de l'État. Franchement, on pouvait s'en passer et les plus riches pouvaient s'en passer. Voilà, ils sont pas malheureux dans le pays. Deuxième chose, pas d'argent, mais attendez, 80 milliards de fraude fiscale tous les ans. 80 milliards. Enfin, entre 60 et 80. Oui, allez, vous êtes sur la fourchette très haute. Allez, prenons la fourchette basse. C'est le budget de l'éducation nationale. C'est le budget de l'éducation nationale. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec cet argent? Voilà. Donc, faut arrêter, à un moment donné, de faire peur aux gens. Et un fonctionnaire, ça coûte de l'argent? Eh bien, oui, ça coûte de l'argent. Mais c'est utile socialement, parce que ça remplit des missions de service public. Et on en a tous besoin. On a tous besoin d'aller à l'école. On a tous besoin de se faire soigner. L'école qui est malade, vous êtes d'accord? Non, mais l'école va mal. Ah bah alors d'accord, on supprime les fonctionnaires, comme ça l'école ira mieux. Non, mais franchement... Je dis les classements PISA, par exemple, donnent des sentiments comme ça d'un... Évidemment que l'école pourrait aller mieux. Mais on pourrait avoir plus d'enseignants pour que l'école aille mieux. Parce que quand on dédouble les CEP et les CE1 sans embaucher des enseignants, ça veut dire que les enseignants qu'on met dans ces classes-là, on les enlève ailleurs. Donc on fait mieux à un endroit, parce que c'est mieux. Il vaut mieux des classes de 14 que des classes de 28. Mais les profs, ils sont plus ailleurs. Donc
on casse à côté. Donc c'est pas la bonne solution non plus. Mais en effet, on peut faire mieux sur l'école. Mais on peut recruter des fonctionnaires, on peut repenser. Bref, voilà, vous m'avez interrompu, mais... Il y avait des chiffres, il y avait l'idée qu'effectivement... Mais oui, mais ça coûte cher. Mais un enseignant, ça coûte cher. Mais c'est utile, socialement, parce que si on ne payait pas des fonctionnaires et qu'on n'avait pas l'école gratuite, bah, il faudrait payer l'école privée. Et ça serait encore plus cher, et tout le monde ne pourrait pas se la payer. Et ensuite, un fonctionnaire, ça dépense de l'argent, ça paye des impôts, ça fait fonctionner l'économie. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire que ça coûte cher, mais ça rapporte beaucoup socialement et puis ça rapporte beaucoup économiquement. Jeff Lair, juste pour dire à ceux qui nous regardent ce soir que c'est toujours compliqué de traiter des fonctionnaires parce que c'est un mot un peu valise. Il y a à la fois cette infirmière qui est surmenée, qui manque de matériel pour soigner, et puis il y a des fonctionnaires des collectivités territoriales. C'est très compliqué. Qu'est-ce que vous dites ce soir sur on touche à rien? On invente un service public ou un service rendu au public? Parce que c'est cette question aussi de la qualité du service rendu au public. Il est parfois de très bonne qualité, puis parfois les Français s'en plaignent. Alors d'abord, visiblement, c'est pas visiblement, la Cour des comptes, elle obéit à une doxa libérale qui s'éloigne complètement de la satisfaction des besoins des populations. On le voit qu'il y a un gâteau qui s'appelle fonction publique, qui donne les appétits à des groupes du privé financier. Pourquoi? Parce qu'on va privatiser certaines branches. C'est ça un peu l'idée que proposerait Emmanuel Macron. Si on prend ces questions d'effectifs, là, moi je retrouve pas, j'ai pas exactement les mêmes chiffres que vous donnez. Ce qui est sûr, c'est que la population en 10 ans a augmenté de 4 millions d'habitants, autant d'administrés. Et il n'y a pas plus d'agents depuis, en gros, 2015. C'est la stagnation, voire la baisse dans les communes qui donnent le service de proximité. Et on voit bien qu'il y en a besoin. On parlait de ruralité, on peut parler des banlieues. Il y a besoin, c'est une question de démocratie. Il y a besoin de se Donc vous dites développer plus de fonctionnaires au risque d'effectivement d'avoir Bruxelles ou un gouvernement qui dise mais nos déficits se creusent. C'est de l'investissement à l'emploi public. C'est pas un coût. C'est pas un coût. Et juste pour compléter, on peut quand même rappeler qu'en France, on a un des taux de fonctionnaires par habitant les plus faibles d'Europe. Les plus faibles d'Europe. Voilà. Donc Bruxelles, elle ne dit rien dans les pays qui ont plus de fonctionnaires que nous par habitant. Vous situez comment, vous, la Nouvelle Gauche? Est-ce que vous dites on touche à rien? Ça fonctionne bien, ou est-ce qu'on invente une nouvelle fonction publique? C'est finalement ce qu'évoque Emmanuel Macron. On attend évidemment les conclusions de CAP 22. On touche à rien? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le système? On avance. Mais d'abord, il faut on avance, oui. Mais, si je peux répondre à votre question. Non, vous pouvez pas. Clairement, dans cette émission, il faut dire ce qu'on veut entendre. Essayer de répondre à la question d'Arnaud Ardouin. D'abord, on ne peut pas être dans la fuite en avant sur la dépense publique. Ça, c'est bien clair. Pour tout le monde. Donc vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là? Je l'assume complètement. J'essaie de voir les lignes de fracture qui vous séparent. Je l'assume complètement. Mais je dis aussi qu'on ne peut pas considérer la fonction publique, le service public, comme un coût. Si on fait ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va dans le mur. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui le service public? Qu'est-ce que c'est que le sens du service public? Qu'est-ce que ça veut dire que rendre un vrai service public au juste prix aujourd'hui, au juste coût, aujourd'hui dans notre société? Ça, c'est la question. Parce que, par exemple, on a parlé des EHPAD tout à l'heure. Notre société vieillit. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes âgées de plus de 60, dans 80, 85, 90 ans. Bon. Quel service public on rend pour que chacun puisse avoir accès à la dignité dans la prise en charge par la société, que ce soit en établissement ou que ce soit et des salariés qui puissent travailler dans les conditions normales. C'est une vraie question, c'est un vrai choix de société, c'est un vrai choix politique. Et donc, mettons-le sur la table. Si on est uniquement dans des approches par coup, par tableau Excel, on n'arrivera à rien. Donc, moi, ce que j'attends aujourd'hui du gouvernement, c'est qu'on pose la question de savoir de quel service public nous avons besoin. Et ça ne peut pas être uniquement la réponse d'un comité Théodule qui se réunit tous les samedis matins. Sur lequel le gouvernement piochera, si j'ai bien compris, des éléments de réforme ou pas. Juste deux questions, je veux vous entendre, mais dans les pistes de réflexion menées par le gouvernement, il y a la réintroduction d'un jour de carence, puis il y a le deuxième débat ouvert sur la convergence, là, cette fois-ci, des systèmes de retraite. Sur la réintroduction du jour de carence, opposé, là aussi, où vous dites peut-être qu'il faut aller vers une forme d'équité entre le privé et le public? Mais vous voyez, on prend à chaque fois les choses par petits bouts, et le sentiment qui est donné aux agents de la fonction publique, c'est « Ah, vous voyez, vous coûtez beaucoup trop cher. Ah, vous voyez, vous êtes des privilégiés. Ah, vous voyez, il va falloir qu'on mette fin à ça. » C'est ça, la musique qu'on entend.
je le répète, si c'est ça le discours, la politique du gouvernement, c'est il est évident que ça ira dans le mur. Donc je redis les choses, il faut poser aujourd'hui la question du sens du service public, mais il n'est pas illégitime de poser aussi la question des rémunérations. Parce qu'il faut regarder la réalité des choses. Il n'y aura pas de dégel du point d'indice, hein, ça, policiers, le ministre l'a dit. agents des postes, ce ne sont pas des gros salaires, hein. Ce ne sont pas les premiers de cordée, ce ne sont pas ceux à qui on fait les cadeaux fiscaux que connaissent les grandes fortunes aujourd'hui dans notre pays. Donc ça mérite aussi qu'il y ait un débat là-dessus parce que c'est une question de reconnaissance. Fleur Santis-Esteban, on va écouter la réponse du ministre Dussopt posée par un député de la France Insoumise tout à l'heure lors des questions au gouvernement, mais cette idée des convergences des systèmes, parce que il y a l'idée de faire rentrer, et on va en parler, des contractuels plus nombreux, donc des contrats privés face à des fonctionnaires, et puis il y a l'idée de faire converger les régimes de retraite sur la thématique de l'équité. Alors, j'ai pas entendu, s'agissant des retraites, une volonté du gouvernement d'aligner les régimes. Mais vous êtes sans doute mieux informé que moi. Non, c'est vous l'experte. Oui, alors donc, écoutez, non, j'ai pas entendu débattre de ce point. En revanche, sur la contractualisation, bien sûr. Oui, et... Utile ou pas ? Comment ? Selon vous, utile de faire rentrer finalement ces contractuels ? Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, ça insuffle aussi une autre culture au sein de l'administration. Je sais que ça vous fait hurler, monsieur Lachaud, mais on peut avoir des opinions divergentes. Mais on peut, mais il faut dire la vérité jusqu'au bout. Sans agiter d'épouvantail. C'est encore mieux, parce que quand vous dites aux gens que je leur fais peur ou que je fais peur à nos auditeurs, je pense que c'est pas une façon très... vous avez vu les chiffres que vous avez annoncés ? Mais oui, mais ce sont des chiffres qui sont exacts et qui sont... oui, mais il faut les replacer dans leur contexte et dans l'utilité sociale des fonctionnaires de notre pays. Donc, mais terminez sur ce que vous étiez en train d'avoir. C'est un point important. Les contractuels, c'est-à-dire des gens qui sont de contrats privés, qui vont venir dans la fonction publique. Utile, pas utile, ça apporte quoi ? La compétitivité, du dynamisme, c'est quoi l'objectif ? Oui, ça apporte une autre culture, ça apporte une expérience du privé, ça apporte un autre mode de management aussi. Ouais, bien sûr qu'il y a de gros avantages à la contractualisation, mais j'entends que ça puisse inquiéter les fonctionnaires, bien sûr. Tout le monde lève la main, vous avez vu sur ce sujet. Jeff Flair, juste un mot, parce qu'il y a déjà, il faut le dire pour ceux qui nous regardent ce soir, qui sont dans le privé, il y a déjà beaucoup de contractuels dans la fonction publique, et on va les augmenter. Et ils vont augmenter peut-être jusqu'à 35% si c'est exact. Qu'est-ce que vous dites ce soir ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de marier ces deux statuts, l'un privé, avec des contrats à durée déterminée, et l'autre des contrats à vie ? Mais il y a déjà, comme vous le pointez, près d'un agent sur 5 qui est contractuel. Il n'y a pas d'expérience, et au contraire, les questions de management, justement, les logiques comptables, c'est pas de ça qu'il y a besoin. Il y a besoin, et ça c'est attaqué depuis des décennies, de réhabiliter le statut des fonctionnaires. On va y venir les fonctionnaires, dans leur statut, ils ont l'adaptabilité, la responsabilité, et ils ont surtout l'indépendance. Ce que le contractuel perd. On le voit bien oui, il y a des employeurs, et ils sont pas majoritaires, heureusement, qui veulent de l'embauche à la tête du client. C'est à ça qu'il faut échapper. Et le fait de faire rentrer des gros mots comme ça, le mode projet, on entend beaucoup ça dans des collectivités, c'est-à-dire des méthodologies de l'entreprise, ça existe déjà. D'accord. Déjà, faut arrêter. Et surtout, non, ce qu'il faut revenir, je range les modes projet. Alors. Non, mais juste, il faut revenir sur la question de Bastien Lachaud. Il faut revenir sur la question de l'état d'esprit, les contractuels vont insuffler un nouvel état d'esprit. Peut-être. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un Français, il a le droit d'aller dans le service public et d'être traité de la même manière que n'importe quel autre citoyen. Si nous avons des contractuels de manière massive, qu'ils n'ont plus la garantie de l'indépendance que confère le statut de fonctionnaire, c'est-à-dire l'emploi à vie, c'est pas juste pour faire beau, c'est qu'à un moment donné, ça permet à un fonctionnaire d'agir de manière neutre, quel que soit le pouvoir politique. C'était l'origine du statut. Mais oui, mais c'est l'origine du politique. Mais en quoi ça aurait changé ? En quoi ça aurait changé ? C'est toujours une nécessité. C'est toujours une nécessité. Et donc, au nom de la modernité, on va changer ça. Mais il y a d'autres choses à changer que le statut, si on veut améliorer les choses. Juste notre sentinelle citoyenne, parce que je ne vais pas l'oublier, elle a fait grève, elle était dans le cortège et elle travaille dans la fonction publique. Il vient assez régulièrement dans notre émission. Georges, vous vous situez comment ? D'abord, vous avez fait grève, vous avez essayé de prendre une journée pour manifester. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous, dans ce projet de réforme ? Puisque c'est vrai que ce soir, on a très peu d'informations. Il y a ce comité d'experts qui se réunit, le gouvernement qui a lancé des pistes, on les évoque. Vous êtes inquiet, vous, pour votre statut, par exemple ? À titre personnel, non. Bon, je ne suis pas très inquiet. Là, fonctionnaires territoriaux, à la mairie de Paris, ça se passe bien, quoi. Il y a des contractuels, il y a des gens CDIsés,
c'est vrai qu'ils ont tendance à être moins bien payés. Je trouve ça un peu pas sympathique d'ailleurs, parce qu'ils font les mêmes tâches que nous. Donc ça serait bien au contraire que les CDIsés et contractuels c'est vrai qu'ils sont moins payés. Mais juste, voilà, Georges, excusez-moi, parce que comme vous êtes souvent venu dans l'émission, vous étiez très proche d'Emmanuel Macron. Vous souteniez sa politique. Et là, vous avez aujourd'hui choisi de manifester. Vous êtes dans une rupture là, de cette macromania que vous aviez ? Non. Je dois vous avouer humblement que c'est pas, à titre personnel, j'aurais pas fait grève, parce que je vous l'ai déjà dit à Monsieur Legendre et tout, ça l'avait épaté. Moi, j'étais un peu en club med, mode vacances, depuis que je suis fonctionnaire, ça fait 6 ans. Je l'ai fait par solidarité aux fonctionnaires. Voilà. Je l'ai fait en solidarité aux fonctionnaires, à mon ex-femme qui me reproche de ne plus être de gauche parce que j'ai voté Macron. Bon, il m'a un peu échaudé, mais je continue. On va attendre la fin du bilan. D'accord, vous avez eu un problème de conscience. D'accord. Voilà. Un petit problème de conscience. Et écoutez, juste pour prolonger le débat sur la question du statut, puisque Georges a des mots, ce sont les siens, c'est un citoyen libre de sa parole. Question posée par l'un de vos collègues de la France Insoumise. Écoutez la réponse du ministre Dussopt. Il avait déjà répondu à une question d'un député En Marche. Puis là, la question était plus abrupte, notamment sur la question du statut. Écoutez sa réponse. Nous ne remettons pas en cause le statut. Nous ne remettons pas en cause le statut. Nous voulons l'adapter, nous voulons le moderniser. Nous voulons faire en sorte que la fonction publique et à travers elle l'administration soit plus forte et plus efficace pour affronter les mutations, les évolutions qu'elle doit connaître. Nous avons une autre conviction partagée. Vous avez dit que le service public était le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est aussi le patrimoine de tous. Et c'est parce que c'est le patrimoine de tous que nous devons y veiller. Et un patrimoine, ça s'entretient. Un patrimoine, ça se modernise. Et c'est pour ça que nous travaillons avec les organisations syndicales pour faire en sorte de simplifier le dialogue social sans renier et sans renoncer à aucune des compétences et aucun des droits des agents. Que nous travaillons sur la question de l'individualisation de la rémunération, sur la question des mobilités, des parcours professionnels pour donner plus de perspectives aux agents. Que nous travaillons aussi pour faciliter le recrutement en contrat, puisqu'il existe déjà aujourd'hui 1 million de contractuels dans la fonction publique et que personne ne remet en cause ni leur engagement, ni la qualité de leur travail et que nous considérons que nous pouvons à la fois répondre à plus de besoins par le recours aux contractuels et dans le même temps améliorer leurs conditions d'emploi. Comment vous le regardez alors, Bastien, vous voulez intervenir? Il y a un double discours, parce qu'on ne touche pas au statut, mais on fait rentrer les contractuels. On ne rémunère plus tel que ça se fait aujourd'hui, mais on va rémunérer l'agent sur ses compétences, ses qualités. Vous le contestez, ça aussi? Bon, écoutez, avec le vocabulaire Macron habitué et le en même temps, c'est du en même temps pour vous. Je mets les adaptations de langage au crédit de la mobilisation, des mobilisations de ces derniers mois. On le voit bien, le rapport, il était déjà attendu fin mars. Il n'est pas arrivé. Il aurait pu sortir avant la manifestation. Il n'est pas sorti. Il a annoncé en juin. Et maintenant, on dit que on tiendra plus ou moins compte. Le gouvernement agira, prendra ses décisions en dehors du rapport. Donc ça, c'est. Donc pour vous, il y a en même temps. C'est l'idée qu'on joue sur. En même temps, Monsieur Dussopt, il a lâché le morceau. C'est mettre en place des contrats de mission, des contrats de chantier. On sait que c'est ce qu'ils veulent généraliser dans tout le monde du travail. Et on voit bien que des agents recrutés sur ce type de mission, ils seront pas là pour l'intérêt général, ils seront là pour essayer d'être réembauchés sur une autre mission et ils seront dans la soumission et non pas dans la soumission à l'autorité, dans les objectifs comptables et non pas dans la satisfaction des besoins des populations. C'est ça le sens du statut des fonctionnaires. On a bien entendu. C'est œuvrer pour l'intérêt général. Et c'est ça qu'on Et pour la qualité du service. Évidemment. Tout à fait. Donc il y a évidemment ça, mais il faut aussi penser à en même temps. aux personnes qui vont être recrutées sous contrat. Parce que ces personnes... Il y a déjà 1 million. Hein. Oui, et il y a eu toute une politique de déprécarisation pour justement leur permettre d'accéder au statut et les intégrer pour qu'ils aient une meilleure rémunération, qu'ils aient une sécurité de l'emploi et qu'ils puissent se projeter dans l'avenir et donc contribuer utilement à la société et à sa prospérité économique. Là, la réalité, c'est que nous allons recruter des gens qui vont être précaires, ils vont pas savoir pour combien de temps ils vont être recrutés, s'ils vont être renouvelés. Dans la sécurité publique, aujourd'hui, il y a quand même des contractuels qui ont des contrats d'1 mois renouvelés, on ne sait pas combien de fois. Et donc, la réalité, c'est que c'est mauvais pour les fonctionnaires, c'est mauvais pour les Français parce que le service rendu du service public sera moins bon et c'est mauvais pour les personnes qui vont être recrutées sous contrat. Guillaume Garot, vous y croyez, vous, à cette idée comme ça qu'on peut redonner du souffle en faisant entrer ces contractuels, finalement d'autres profils, certains venant du privé, d'ailleurs de l'entreprise,
pour donner une dynamique à cette fonction publique, pour la rénover de l'intérieur. Vous n'y croyez pas? Non, ça c'est un monde merveilleux qui malheureusement n'est pas celui de la réalité aujourd'hui. Parce que ça a été dit, hein, pour quelques-uns qui apporteraient une contribution très moderne, très neuve, il y a quand même... On adapterait la rémunération. Je parle bien de tous les contractuels. Pour beaucoup, c'est en effet de la précarité. C'est des bouts de contrat. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des temps pleins, disons-le. Hein. Oui. C'est souvent quelques heures par semaine. Je dis bien par semaine. L'État est souvent un mauvais employeur. Très mauvais. C'est assez connu. L'horizon. Est-ce que ça, c'est l'horizon social qu'on attend aujourd'hui? Moi, j'avais entendu un candidat, Emmanuel Macron, nous dire on fera la modernisation économique en même temps que la modernisation sociale. Si on prend le sujet fonction publique par là où on souhaite, en tout cas on dit souhaiter le prendre, à savoir on va faire plus de contractualisation, donc plus de précarité, est-ce que c'est une modernisation? Est-ce que c'est un progrès? Ben moi je crois pas. Donc je le redis, hein, au risque de me répéter, il faut redire ce que nous voulons comme service public aujourd'hui, il faut dire les missions qu'on veut voir remplies par le service public, il faut voir ce qu'on est prêt à donner pour les agents, parce qu'il y a aussi de la reconnaissance, c'est terriblement important, et c'est de ces questions-là qu'il faut traiter aujourd'hui. Fleur Santis-Théban, et puis j'aimerais qu'on parle des collectivités territoriales, parce qu'on va parler du secteur hospitalier qui souffre, mais parlons des collectivités. Je voudrais rassurer nos amis sur le plateau, je suis moi-même contractuelle. J'ai été recrutée par l'État pour 1 an. Pour conduire les élections professionnelles, pour le périmètre des ministères sociaux. J'ai pas le sentiment d'être maltraitée. Voilà, j'ai le sentiment que j'apporte chaque jour une forme de modernité, que j'apporte une expérience. Je crois que ça enrichit mes collègues qui eux sont titulaires. Voilà. Alors simplement peut-être sur la contractualisation, ce qui est très vrai aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment et on voit un phénomène de marginalisation des contractuels, qui par définition ne sont pas incorporés et qui sont en réalité traités indifféremment et indépendamment de leurs compétences et de leurs qualifications. C'est-à-dire que vous avez les titulaires, avec 3 catégories de la fonction publique, A, B et C, et un lot, les contractuels. Donc, bon, pour pallier cela, le gouvernement envisage, et je ne parle pas au nom du gouvernement, je tiens à le préciser. Non, je ne parle pas au nom du gouvernement. J'étais sûr que ça allait être pris, voilà. Je ne parle pas au nom du gouvernement. Au nom de La République En Marche? Non plus, non. Franchement, écoutez, vous pourriez, hein. Vous êtes doué. Hein. Oui, je vous remercie, mais au risque de vous décevoir, non. En revanche, il y a un signe, c'est le remplacement prochain de Thierry Le Goff, qui est le directeur général de l'administration et de la fonction publique. Ouais. Et il semble que le gouvernement envisage de remplacer Monsieur Le Goff par un DRH issu du privé, ce qui serait une véritable révolution. Pourquoi? Pour y faire rentrer là aussi dans la même idée du management, une stratégie de l'organisation venant du privé. Absolument, un management moderne. Par la terreur, comme on l'a vu à la Poste avec l'augmentation des suicides, etc. Oui, bien sûr, c'est rassurant. Vous agitez les chiffons rouges? Non, j'agite pas. Vous avez peur vraiment de ça? C'est une réalité. Ce qui se passe à la Poste, le nombre de suicides, depuis qu'on applique une nouvelle méthode de management. Qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne rentrent pas dans la catégorie de fonctionnaires, les possibles. Ils avaient statut équivalent. Voilà, un statut équivalent. Vous en pensez quoi? Écoutez, ça vous choque qu'un homme, un DRH d'une grande entreprise privée vienne essayer peut-être de réorganiser, de moderniser? Oui, ce qui me choque, au-delà de ça, ce qui me choque, c'est la violence des propos du gouvernement, le déni de l'expertise de la fonction publique, des fonctionnaires. Prenons la fonction publique territoriale, qui est une des plus récentes. On a relevé des enjeux énormes dans les territoires. L'éducation, la culture, l'enfance, la police, on le voit, la sécurité. Bien sûr. Et aujourd'hui, on nous dit que tout ça, finalement, vous avez tout fait mal. Ben non, c'est pas. Il y a des réalités, et c'est ça qui fait que l'attachement des Français aux fonctionnaires, à la fonction publique, comme elle est sortie des années après-guerre. Je ne voudrais pas qu'on se quitte, Guillaume Garot, parce qu'il nous reste encore quelques minutes pour parler des collectivités territoriales. Parce que François Hollande avait beaucoup travaillé sur cette question en disant évidemment qu'il fallait mieux organiser, qu'il y avait trop d'agents dans les collectivités territoriales. Et j'ai vu, alors peut-être que mon chiffre est faux, mais qu'il y avait une augmentation de 5% des effectifs dans les collectivités territoriales. C'est pas facile à dire. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Là aussi, il y a une volonté d'être un grand réformateur, puis finalement, on voit quand même que les effectifs des agents dans les collectivités territoriales progressent. Oui. Il faut les réduire ou pas? Non, parce que mais pour une raison simple, parce que les missions
Mais non, mais parce que les collectivités locales, elles sont autonomes, elles sont indépendantes. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui peut décider à leur place. Voilà. Et donc, ce sont des choix qui sont faits par les exécutifs, c'est-à-dire pour les conseils régionaux. Mais vous les soutenez, ces choix? Vous dites c'est bien de faire augmenter les communes. Mais les communes, les départements ou les régions, elles font en fonction de leurs priorités. Hein, et puis, elles assument ensuite. Donc, on augmente les effectifs. En même temps, ce que j'ai toujours dit, c'est une expression consacrée pour tout le monde. Ce soir, on a tous été... c'est normal, c'est la pensée qui est complexe en même temps, comme la réalité l'est. Ça en fait deux d'un coup. Hein. En même temps, et pensée complexe. Allez-y. Mais ça, c'est pour tout le monde. J'ai perdu le fil. Non, vous vouliez dire que, en fait, vous souteniez implicitement l'augmentation des effectifs. C'est ça que vous voulez dire, c'est qu'on a le droit aussi de se fixer des objectifs pour la nation, mais une fois encore, ça se fait dans la discussion, dans la concertation avec les collectivités locales. Ça peut pas être fait au bulldozer, ça peut pas être fait dans la verticalité. Mais là, ça progresse. On vous impose, il n'y a pas de bulldozer, ça progresse. On vous impose des choses. Donc ça se regarde avec les collectivités qui décident, je dis bien qui décident. Bastien Lachaud, cette question des collectivités, il y avait le millefeuille territorial, les départements, les régions, les métropoles. Il y a transfert de compétences. Si on prend les communes, les effectifs sont en baisse. Pour les deux raisons. Parce que c'est passé en métropole. Les transferts métropole, entre autres, agglo, etc. Et les baisses de dotation. Les conséquences sont terribles. Mais comment vous expliquez qu'on ait augmenté les effectifs proximité? Quelles sont les missions qui ont été transférées qui justifient ces 5%? Vous qui suivez le dossier de près et qui négociez? Écoutez, par exemple, département, région, collège et lycée. Ça existe depuis longtemps. C'est des effectifs importants. Je vous parlais des 4 millions. Ça, c'est les Atos, mais ça date de très longtemps. 4 millions d'administrés supplémentaires en moins de 10 ans. Voilà, c'est dans les écoles, par exemple, c'est une réalité. L'entretien de la voirie qui se développe. Enfin. Et pourtant, c'est pas forcément là qu'il y a les augmentations d'effectifs. On les voit. C'est pas forcément où, ces développements d'effectifs, c'est pas forcément où il y en aurait besoin d'ailleurs. Vous reconnaissez que c'est mal équilibré en fait. Il y a certainement plus d'infirmières, moins dans les collectivités, c'est ce que vous voulez dire? Ah non, pas du tout. Non, mais j'essaie de comprendre. Attendez, allez au bout de votre. Non, je pense qu'il y a peut-être des services logistiques qui sont en augmentation et d'ailleurs de contractuels. Pour un fonctionnaire embauché, il y a quatre contractuels. Donc vous voyez des augmentations d'effectifs qui se basent pas sur une sécurité de l'emploi. On sait très bien que qu'on peut leur dire merci très rapidement. Et après, il faut aussi. Vous rejoignez ce qu'il vous a dit. Il n'a pas dit ça, mais il faut mieux répartir. J'ai rien à dire à ce qu'il vient de dire, je suis totalement d'accord. Par contre, plus d'infirmières, moins dans les collectivités? Non, j'essaie de juste de comprendre. Oh là là, c'est terrifiant. Hein. J'essaie de comprendre. Bref, revenons-en à ce que je voulais dire. Aujourd'hui, on a des enjeux. On a des enjeux écologiques majeurs. Il faut qu'on lutte contre le réchauffement climatique, etc. On a deux solutions. Où on se dit, c'est le privé qui va tout régler. Et d'ailleurs, on a vu comment ça a bien marché sur ces dernières années. Ou alors, on se dit, c'est à l'État de prendre en charge un certain nombre de ces politiques et donc de recruter les fonctionnaires dont on a besoin. Donc, et je rejoins, que voulons-nous faire des services publics? Est-ce que l'on veut moins de services publics, comme madame, ou est-ce que l'on veut, et le gouvernement, ou alors, est-ce que... J'ai pas entendu ça, mais... Non, j'ai pas dit que j'étais contre les à partir du moment où on supprime des emplois, on supprime des services publics, faut arrêter le mythe de on fait autant, on fait mieux avec moins de personnel. Ça n'existe pas. Voilà, donc ça n'existe pas. Il faut faire pareil avec plus. Il faut faire mieux avec plus et il faut se donner des objectifs. Le réchauffement climatique, les questions d'alimentation, les questions Mais en quoi ça doit être réglé par la fonction publique? Mais parce que le privé ne le fait pas. D'accord. Ok. Au contraire, responsable de certaines catastrophes. Évidemment. Et d'ailleurs, quand on avait des centrales nucléaires publiques, elles sont toujours publiques, pour combien de temps? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des centrales nucléaires gérées par le privé? C'est un sujet important. Avec des actions et un actionnariat étranger, parce que c'est un autre sujet important. Évidemment. Guillaume Garot, qu'est-ce que vous dites ce soir? Le point sur lequel vous êtes pas en désaccord, mais vous n'êtes pas d'accord, vous dites oui, il faut faire attention à nos déficits. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, arrive très rapidement le débat de, pour les réduire, qu'est-ce qu'on fait? Il faut dire les choses très tranquillement. Il y a des secteurs où on aura besoin de davantage de fonctionnaires. La santé, l'hôpital. Il y aurait besoin aujourd'hui d'un plan d'urgence pour nos hôpitaux. C'est tellement évident. C'est la même chose pour les EHPAD. Bon. Il y a peut-être des secteurs
où on doit continuer à opérer des réorganisations. Lesquelles? Ça se fait. Lesquelles? Dans le secteur public, ça se fait. Oui. Ça se fait. La numérisation, puisqu'on ne l'a pas évoqué. Bien sûr, ça se fait. Alors il faut savoir ensuite quels services sont moins. C'est toujours la même chose, parce que il ne faut pas que les plus vulnérables soient ceux qui pâtissent de ces réorganisations. Enfin, la numérisation est tout le monde n'a pas accès à Internet. Tout le monde ne sait pas manier aujourd'hui la souris. Donc, il faut être clair là-dessus aussi. Mais il y a des adaptations nécessaires parce qu'il y a déjà eu aussi des adaptations depuis des années. Donc voilà, il faut pas de totem, il faut pas de tabou là-dessus. Il faut être réaliste, mais il faut le redire. En tout cas, moi, je veux le redire. On a besoin du service public en France. Hein. Il faut arrêter de taper sur les agents du service public. Juste une info, arrêtez-moi si je me trompe, le chiffre pour l'instant de la suppression du nombre d'agents est de 1600, je crois, qui a été engagé, et l'annonce c'est 120 000 agents sur le quinquennat. Il reste quand même un petit peu de chemin, Emmanuel Macron, pour engager cette grande réforme. C'est la petite phrase du président de la Cour des comptes. Il y a des grands réformateurs, mais ils ne vont jamais au bout sur ces réformes. Oui, alors sur cette question, je voudrais peut-être simplement revenir à ce que M. Lachaud a dit tout à l'heure, si vous me le permettez. Je ne suis pas contre le service public, je ne souhaite pas la casse du service public, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'ensemble des missions qui sont exercées par les agents publics ou assimilés nécessitent le recours au statut? L'ensemble? Oui. Oui. C'est-à-dire du jardinier, en passant par l'instituteur, le militaire, le policier. Mais à partir du moment où on crée une brèche, ça en est fini. À un moment donné, il faut... C'est un débat qui est posé par le gouvernement. Oui, mais bien sûr que c'est un débat qui est posé par le gouvernement. Mais se délester de fonctions qui ne sont pas régaliennes ou centrales. Oui, bien sûr. Mais est-ce que la personne qui fait le ménage dans les hôpitaux, est-ce que son travail est moins important pour la santé du patient que le travail du médecin? Non, parce que si elle fait mal son travail, le patient va récupérer une maladie nosocomiale. Voilà. Et pourquoi elle le ferait plus mal si elle était dans un statut privé? Eh bien parce que dans le privé, on a des cadences, on doit faire du profit, on doit servir les actionnaires, et donc à un moment donné, le travail est moins bien fait parce que les personnes sont moins bien formées, parce que elles ont plus de cadences, elles travaillent plus, elles doivent laver plus de couloirs dans le même temps. Ça crève les gens. Ça augmente leur maladie, et au final, le service est moins bon, et donc la santé du patient s'en ressent. Mais on peut tous les prendre. Dans tous les domaines, c'est la même chose. On prend les jardiniers. Le jardinier qui n'aura pas le temps de bien tailler les bords de route, eh bien la visibilité sera moins bonne. Il y aura des accidents de la route. On peut prendre toutes les fonctions que vous avez citées, madame. Toutes. S'il n'y a pas le statut, ça veut dire qu'on est dans le privé. Ça veut dire qu'on a plus de cadence. On fait moins bien le travail. Le service est moins bien rendu. Donc le service public ne peut pas être productif? C'est ce que vous m'expliquez. Il ne peut pas y avoir de productivité et de compétitivité, y compris dans la fonction publique. C'est un mot qui est introduit par le gouvernement, ça. Enfin, franchement, c'est très idéologique. Et à quoi ça sert la compétitivité quand on n'a pas de concurrence? Non mais la productivité, ça vous dit? Ah, la productivité, c'est autre chose. Ouais. On est le peuple le plus productif d'Europe, madame. Oui, d'accord, mais je vous parle de la fonction publique. Et vous dites que les fonctionnaires sont des fainéants. Merci, madame. Non, je n'ai jamais dit ça. Je vous pose la question. C'était exactement ce que vous venez de dire. S'ils ne sont pas productifs, ce sont des fainéants. Juste Guillaume Garot, avant de nous quitter. Non, clairement pas. Pour clore, il y a cette petite phrase d'Olivier Faure, mais ça ouvre un deuxième débat, peut-être le débat qu'on aura après la manifestation du 26. Je voulais juste vous la soumettre, puisqu'on a commencé le débat avec Olivier Faure. On va terminer le débat. Donc, vous voyez, il est central. Il est central. Bah oui, parce qu'il a donné une. Il a donné une interview très très longue dans les colonnes du Parisien aujourd'hui. C'était intéressant justement. Regardez cette petite phrase qui va apparaître, je l'espère dans quelques secondes. On me dit qu'il y a un problème dans l'oreillette. Il n'y aura pas donc de phrase d'Olivier Faure. Oui, vous êtes satisfait? Il n'a pas eu de chance. Non, vous l'avez pas vous-même. Il disait que Jean-Luc Mélenchon, si bien sûr je l'ai de tête, mais je vais paraphraser Jean-Luc Mélenchon, essaie de s'accaparer ce mouvement social et qu'il ne participera pas à la manif du 26. Ce soir, quand je vous vois tous les deux, mais finalement, vous marchez l'un à côté de l'autre, vous dites la même chose, rien ne vous sépare. Bah écoutez, vous dites exactement la même chose sur la fonction publique. La France insoumise partage certaines des analyses des socialistes. Ça veut dire que les socialistes redeviennent. Vous trouvez que c'est eux qui vous copient? Tant mieux. Mais quand on regarde ce qu'ils ont fait pendant 5 ans, vous voyez que vous y venez. J'ai pas toujours le sentiment qu'on est réellement sur les mêmes positions. J'ai pas vraiment ce sentiment-là. En tout cas, ce que nous avons en commun, et j'espère plus largement encore auprès de beaucoup de Français, c'est la défense du service public. On a besoin d'un service public aujourd'hui fort dans notre pays, et je crois même que ça peut dépasser parfois le clivage droite-gauche. Vous êtes d'accord? Voilà aussi, il n'y a pas un mot à retirer. Non, mais il faut inviter Olivier Faure et la question du service public dépasse évidemment le clivage droite-gauche, parce que le service public, il est au service du peuple, et le peuple, il est largement plus vaste que la gauche.
Donc rendez-vous le 26 pour cette nouvelle manifestation. 14h, Gare de l'Est. 14h, Gare de l'Est, voilà, pour faire un peu de teasing. Merci à Flore Santisteban d'ailleurs, vous êtes CEVIPOF Sciences Po, on vous a écouté, spécialiste de ces questions sociales. Vous avez fait réagir nos invités ce soir. Merci à vous. Merci à Guillaume Garot, député Nouvelle Gauche de la Mayenne. Merci à Bastien Lachaud, vous êtes député de Seine-Saint-Denis de la France Insoumise. Et merci à Jeff Lair pour la CGT. Demain, on va faire un sujet, vous allez le regarder forcément, vous serez dans l'hémicycle, on s'intéresse à ce projet de loi alimentation qui vient prolonger tout un travail autour des assises qui avaient été tenues par le ministre de l'Agriculture. On va s'intéresser à ce texte, il y a plein de choses dans ce projet de loi et on va en débattre évidemment. Pas tant que ça. Non, vraiment pas tant que ça. Pas tant que ça. Eh bien, vous allez retourner dans l'hémicycle pour l'enrichir, justement. Voilà. Bonne soirée à tous et à demain. Droit de suite, c'est dans un instant. Chaque semaine, une personnalité politique de premier plan est interrogée sans concession sur les grands thèmes de l'actualité. Question d'info, présentée par Frédéric Aziza, en partenariat avec l'AFP et Le Point, jeudi à 20h30. La revue de presse, l'éclairage d'un député et l'entretien politique. Pour aborder l'actualité sous un autre angle, retrouvez-nous dans Politique Matin. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, du lundi au vendredi en direct à 8h30.